Merci, merci beaucoup Monique. Merci de cette invitation. Je suis très content d'être là et merci à vous d'être présent. Effectivement, sur mon parcours, j'ai pas grand-chose à ajouter. Comme vous, j'ai fait une école d'art, plutôt une école d'art appliqué du coup, puisque j'étais étudiant à l'école Estienne. Et je vais vous dire un mot sur la thèse de doctorat que j'ai eu l'occasion d'effectuer dans un département de sciences du langage, avec d'ailleurs un directeur de thèse qui est à la fois linguiste et anthropologue et qui s'appelle Jean-Didier Urbain. Alors, à l'occasion de ce temps, sur la question du faux proposée par Monique, j'ai envie de partager avec vous mon rapport à la question du faux et du vrai, en quelque sorte dans mon itinéraire de chercheur. Et en particulier la façon dont ce rapport a pu évoluer ou se complexifier au cours de ces 10 dernières années en ce qui me concerne. Ce sont des lectures, des rencontres, des découvertes qui sont venues bousculer ou perturber quelques-unes de mes idées premières sur cette question. Alors pour ce faire, je commencerai par vous dire quelques mots sur la thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2018 dans le champ des sciences du langage. Il s'agit d'une thèse que j'ai consacrée à la question des imaginaires sur les formes graphiques et en particulier sur les écritures. Lorsqu'on travaille sur les imaginaires, sur les discours, la question de savoir ce qui relève du vrai et du faux est forcément centrale. Ensuite, j'évoquerai quelques rencontres et lectures qui sont venues questionner et même parfois perturber mes convictions sur cette question. Et nous verrons que c'est pour une large part ma rencontre avec l'anthropologie qui en est la cause. Et enfin, je terminerai en parlant plus spécifiquement de la question du faux, à travers quelques exemples, mais aussi en évoquant un voyage que j'ai effectué l'été dernier dans le centre de la France, dans un lieu qui s'appelle Glozelle. Donc je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Et donc, comme je viens de l'indiquer, je commence par vous parler de ma thèse de doctorat qui était intitulée « La graphie, l'image et le politique ». L'objectif de ma thèse était double. D'abord, je voulais essayer de penser le pouvoir des formes graphiques sur nos imaginaires. Et je ne vais pas m'attarder longtemps sur cette partie, mais disons qu'il s'agissait pour moi de m'attarder sur ce pouvoir des formes visuelles qui avait été identifié dès l'Antiquité par les Romains ou même plutôt encore par les Babyloniens, et je donnerai quelques exemples. Pour signifier leur puissance, les Romains ont inscrit en lettres capitales monumentales leur victoire en haut de leurs édifices. Bien plus que les Grecs ne l'avaient fait, ils se sont servis des formes de l'écrit pour exprimer leur force et parsemant l'empire de monuments portant des inscriptions à la gloire de Rome, ils ont utilisé l'écriture lapidaire comme un instrument de propagande et d'unification de la pensée des peuples conquis. Sur l'arc de Titus, par exemple, ou la colonne Trajane, leur alphabet a quelque chose de solennel, d'impérial même. Et si ces inscriptions ne peuvent être lues par la majorité des individus, elles s'imposent par leur grandeur, leur gravité formelle et leur positionnement dans l'espace public. François Lissarague parle d'écriture n'étant pas faite pour être lue, mais pour être là. Et Ladislas Mandel insistait, lui, sur les écritures servant à être vues plus qu'à être lues. À Rome, donc, la dualité de l'écriture est éclatante, elle est image tout autant qu'idée, et en tant qu'image, elle porte en elle une dimension politique. Alors, nous pourrions parler d'un autre cas, celui du code Hammurabi des Babyloniens. Les assyriologues qui ont étudié ce code ont insisté sur sa fonction politique, au-delà de sa fonction juridique. La stèle sert à imposer un ordre nouveau, une autorité incontestable aux habitants de Babylone. Elle sert aussi, bien sûr, à glorifier le roi Hammurabi. Le monolithe de 2,25 mètres de haut est donc dressé au regard de tous, tel un arc de triomphe. Au sommet du monument est représentée une scène de rencontre dans laquelle le dieu Soleil remet au roi Hammurabi les insignes de la royauté. Petite digression à propos de cette stèle, elle est considérée, vous savez, comme l'un des premiers codes juridiques de l'histoire de l'humanité, et c'est l'origine en quelque sorte juridique de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Si vous voulez, je pourrais en dire quelques mots si ça vous intéresse par la suite.
Mais si ce couronnement figurant en hauteur de ce monolithe de basalte noir est d'une grande importance, on constate lorsqu'on se retrouve face à cette stèle, et vous pouvez aller la voir, la stèle, elle est au musée du Louvre, qu'il est tout autant que l'écriture cunéiforme se trouvant juste en dessous, mais aussi au dos de la statue et occupant plus des 3/4 de l'édifice. On comprend alors que l'écriture est affichée, exhibée même, non pas seulement pour être lue, comme je le disais, mais aussi pour impressionner celles et ceux qui la voient. Il fait peu de doute que la graphie a ici une vocation intimidatrice. À l'époque, les Babyloniens étaient d'ailleurs poussés, alors même qu'une très grande partie d'entre eux ne savaient pas lire, à regarder ces signes qui les surplombaient. L'enjeu avec cette stèle était donc de frapper les esprits afin de rendre la population plus docile et respectueuse des lois. Alors l'un de ceux qui ont fort bien aperçu ce pouvoir de l'écriture comme symbole, c'est l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Dans sa leçon d'écriture, qui est un chapitre de son livre célèbre Triste Tropique, Lévi-Strauss est amené à faire la distinction entre deux aspects de l'écriture. L'écriture comme réalité et l'écriture comme symbole. C'est dans une partie de l'ouvrage qui est consacré à l'écriture, où notamment Claude Lévi-Strauss s'aperçoit de quelque chose d'étonnant. Il est dans une communauté qui s'appelle les Nambikwara, et il s'aperçoit que l'un des membres de la communauté se met à l'imiter en écrivant sur un bloc-notes, comme lui, un certain nombre de mots, en faisant semblant d'imiter son écriture. Et tout à coup, Lévi-Strauss se rend compte que le fait de faire semblant d'imiter l'écriture de l'anthropologue donne à la personne en question qui fait ce geste eh bien, un nouveau statut au sein du groupe. La leçon d'écriture permet alors de mettre en évidence que l'écriture comme symbole a une existence et une importance propre, indépendamment de sa lisibilité, ce qu'on peut facilement oublier en croyant que seul importe le contenu de ce qui est écrit. Et que c'est aussi à travers l'écriture comme symbole, et non seulement à travers les messages qu'elle véhicule, que s'exerce le pouvoir de l'écriture et notamment son pouvoir politique. Donc je disais que mon premier objectif était de mettre en évidence par différents cas, j'en ai cité seulement 2 à l'instant, le pouvoir des formes graphiques sur nos imaginaires. J'en viens à mon second objectif, qui était de mettre en lumière le pouvoir de nos imaginaires, de nos idéologies sur les formes graphiques. Non plus le pouvoir du graphisme, mais le graphisme du pouvoir. Et ici, avec cette partie, je crois que nous entrons au cœur de notre sujet sur la question du faux et du vrai. Car lorsqu'on cherche à identifier ce qui relève du discours arbitraire, de l'argumentation partiale, en somme des imaginaires définis comme des constructions immotivées, on cherche finalement à distinguer, selon les mots de Jacques Bouvresse, le vrai du tenu pour vrai. Ce qui me semblait alors être l'une des missions essentielles du chercheur, démêler le vrai de l'imaginaire. Bouvresse insiste sur cette distinction fondamentale. Ainsi, telle proposition ou démonstration peut être tenue pour vraie par un individu ou un groupe, mais être fondamentalement fausse. Les raisons de tenir telle chose pour vraie peuvent être très diverses. Elles peuvent en particulier être liées à une erreur. Ainsi, par exemple, et les exemples pourraient être innombrables, on a tenu pour vrai pendant longtemps que la Californie était une île, comme on peut le voir sur cette carte de 1650. On notera que cette erreur persista longtemps, car en dépit des preuves contraires rapportées par les explorateurs ultérieurs, cette erreur a continué d'apparaître pendant 2 siècles sur de nombreuses cartes, devenant l'une des plus fâcheuses erreurs cartographiques de l'histoire. Ainsi, une chose peut être tenue pour vraie également par idéologie ou pour des raisons politiques. Et là aussi, les exemples sont innombrables, et les sciences humaines n'ont pas été épargnées par la tendance. On peut penser au concept de raciologie, notion pseudo-scientifique du XIXe siècle, dont on sait aujourd'hui qu'elle servit surtout à justifier la domination de certains hommes sur d'autres. Et notamment Pascal Pic a écrit sur cette question, si ça vous intéresse. Si j'en reviens à mon sujet de thèse, nous pouvons noter que de nombreux discours ont émaillé l'histoire du graphisme et des écritures, leur attribuant des paternités, des qualités, des attributs dont la véracité est plus que discutable. On peut ainsi dire qu'il s'agissait de propositions tenues pour vraies par quelques-uns, parfois par des cultures entières et pendant des décennies ou des siècles. Donc je laisserai ici de côté les proclamations religieuses qui attribuèrent l'invention de l'écriture à des dieux. Nous sommes dans le domaine des croyances, et vous pourriez très bien me rétorquer que si nous n'avons effectivement pas la preuve que Thoth est bien l'inventeur de l'écriture, nous n'avons pas non plus la preuve du contraire, et qui pourrait l'avoir ? J'ai davantage envie de m'attarder sur quelques proclamations présentées comme rationnelles, objectives, voire irréfutables. Et l'histoire de l'écriture n'en manque pas, et c'était l'un de mes objets que de m'y intéresser. Je donnerai simplement 2 exemples. L'alphabet présenté comme le meilleur des systèmes, typiquement chez Condorcet, comme nous le verrons.
Et puis, le deuxième exemple, l'écriture gothique amalgamée à l'identité allemande durant des décennies, typiquement chez Bismarck, comme nous le verrons. En Occident, s'il est une idée que semble partager la très grande majorité des lettrés pendant des siècles, c'est bien que leur écriture, l'alphabet latin, est indiscutablement la meilleure de toutes. Ainsi, lorsque Condorcet écrit dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain que l'alphabet est le dernier stade des progrès de l'écriture, il ne dit rien alors de très révolutionnaire dans l'esprit de ses contemporains. Il ne fait alors que rappeler une évidence selon eux, à savoir que l'Europe a en sa possession, sans surprise, non pas seulement la plus avancée des cultures, mais aussi la plus avancée des écritures, celle qui, selon Condorcet, assurera pour jamais le progrès de l'espèce humaine. Pour beaucoup, alors, une telle idée va sans dire, inutile donc de noircir trop de feuilles sur le sujet. Au XXe siècle, un chercheur britannique, professeur à Harvard, souhaite apporter sa pierre à l'édification théorique de la thèse de la prédominance totale de l'alphabet sur les autres systèmes. Je veux parler de Eric Havelock. Dans son livre « Aux origines de la civilisation écrite en Occident », Havelock soutient que l'alphabet, qu'il dit avoir été inventé par les Grecs plus que par les Phéniciens, est non moins qu'une source libératrice d'énergie culturelle, un outil de démocratisation culturelle, un instrument d'accélération d'échanges entre les peuples, un système permettant l'élaboration de pensées originales, un outil permettant la naissance de l'esprit scientifique. Ce qui me semble important à noter, c'est que cette façon téléologique d'envisager l'écriture ne fut pas sans conséquences. Ces idées, formulées ici par Havelock mais qui l'ont préexisté très largement, participèrent à délégitimer, à fragiliser les autres systèmes d'écriture perçus alors comme inférieurs et déficients. Je ne veux pas être trop long, mais le cas le plus typique est sans doute celui de l'écriture chinoise. Dans ma thèse, j'évoque les principaux contempteurs de l'écriture chinoise, à commencer par l'américain Arthur Anderson Smith, auteur en 1894 de l'ouvrage Chinese Characteristics, qui avait été traduit en français dans les années 1920 sous le titre « Mœurs curieuses des Chinois ». Dans cet ouvrage, qui deviendra un des classiques des sciences humaines, l'auteur déplore l'atonie qu'occasionne l'usage de la langue et de l'écriture chinoise. Il écrit que telles qu'elles sont construites, elles provoquent facilement une sorte d'apathie intellectuelle, tout comme les chaleurs torrides vous invitent doucement à la sieste de l'après-midi. La chercheuse Karine Chemla rappelait dans une belle conférence donnée au Collège de France en 2018 les propos d'un Marcel Granet, pourtant éminent sinologue du début du XXe siècle, allant d'une certaine manière dans le même sens que ceux que nous venons d'évoquer. Il n'est pas douteux que les progrès et la diffusion de l'esprit scientifique sont liés à l'existence en Occident de langues qui sont toutes à des degrés divers, des instruments d'analyse qui permettent de définir et de classer, qui apprennent à penser logiquement et qui aussi rendent aisée la transmission de la pensée toute élaborée, claire et distincte. Or, je ne crois pas que le chinois, tel qu'on l'écrit ou qu'on le parle, ait au moindre degré aucune de ces qualités des grandes langues d'Europe. On retrouve typiquement chez Granet la thèse d'une supériorité de certaines langues, orales comme écrites, sur d'autres. Thèse qui faillit coûter la vie au sinogramme, tout comme elle coûta la vie à d'autres écritures abandonnées par le passé au profit de l'alphabet latin, comme l'ancienne écriture vietnamienne. Et bien entendu, il est très instructif de lire et d'écouter une chercheuse comme Karine Chemla pour apercevoir et bien comprendre le caractère hautement contestable d'une telle vision hiérarchisante des écritures. Par ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie également aux travaux de la sinologue Viviane Alton, qui ont très largement contribué à requalifier l'écriture chinoise en démontant point par point les défauts qu'on lui attribuait. Pour le dire très rapidement, ni la langue chinoise ni l'écriture chinoise n'ont empêché les Chinois de proposer au monde des contributions d'excellence dans tous les domaines de la pensée, de la philosophie en passant par la poésie, la littérature ou les mathématiques. L'alphabet n'est donc pas l'alpha et l'oméga de la pensée complexe, et on pourra d'ailleurs s'étonner que Google se soit rebaptisé alphabet en 2015, comme si à nouveau l'alphabet était l'autre mot de progrès ou même de monde, mais aussi à contre-courant de quelques-uns de leurs projets, pour le coup bien plus intéressant, comme le projet Noto de numérisation de toutes les écritures du monde. J'en viens à mon second cas, celui qui concerne l'écriture gothique et la fâcheuse tendance qu'avaient certains, en Allemagne, en particulier au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle, de l'associer à l'identité allemande,
Je veux dire de l'associer organiquement à l'identité allemande, telle une composante indissociable de son être. Les exemples pourraient être nombreux qui témoignent de ce lien présenté alors comme indéfectible. Tel ce slogan nationaliste des années 30, « Sentez allemand, pensez allemand, parlez allemand, soyez allemand, même dans votre écriture ». On doit pour une large part au chancelier Bismarck l'idée d'unité indéfectible entre le peuple allemand et l'écriture gothique. Nous sommes en 1871 et Bismarck souhaite tout mettre en œuvre pour travailler à l'unification politique de son pays. Mais celle-ci ne lui suffit pas. Il cherche aussi à instaurer une unification culturelle. Si en France, cette unification passa pour une grande part par la langue en 1789, c'est par l'écriture qu'elle doit se faire en Allemagne pour le nouveau chef du gouvernement. Pour le chancelier allemand, l'écriture est organiquement attachée à la langue d'un peuple. Et c'est un acte presque contre nature de vouloir déroger à cette loi. On ne peut écrire, selon lui, un mot allemand en lettres latines, tout comme on ne devrait jamais noter un mot grec ou français en lettres allemandes. Il y a chez Bismarck l'idée d'une congruence naturelle et nécessaire entre une langue donnée et son écriture. Par la suite, et je suis obligé d'aller très vite, sinon je serai trop long sur ce sujet, cette idée s'est imposée plus encore, en particulier au début du XXe siècle et avec ce qu'on a appelé donc la montée des périls. Par exemple, l'écrivain Adolf Reineck écrit alors « L'écriture n'est pas l'objet d'un débat, c'est une affaire patriotique et nationale de la plus haute importance. Le caractère allemand est le jeune frère de la langue allemande. C'est le vêtement de notre langue quand il s'agit de l'écrit ou de l'imprimer. C'est le caractère de lecture du peuple allemand. » On retrouve l'idée d'une écriture vouée à une langue comme une enveloppe indépassable. Il ajoute que le gothique est une digue protectrice, un rempart contre une destruction et une latinisation encore accrue de notre langue maternelle, suite à l'introduction la plus sauvage de mots étrangers. En 1933, un tract contenant des considérations sur l'écriture se montre plus explicite encore et plus autoritaire. Ce dernier, intitulé « 12 propositions contre l'esprit non-allemand », est alors imprimé en lettres gothiques rouges et affiché dans toutes les universités allemandes et publié dans de nombreux journaux. On s'aperçoit en lisant les propositions du tract que deux sujets centraux s'en dégagent. Les Juifs, bien sûr, que les nazis veulent exclure de la nation, et la langue que les nazis considèrent comme devant être défendue et protégée des menaces extérieures. Le point 7 aborde explicitement la question de l'écriture. Il porte sur l'usage du caractère allemand. On y apprend qu'il existe un bon et un mauvais usage de ce dernier, et qu'il faut tout à la fois contraindre les Allemands à utiliser l'écriture gothique et interdire son accès aux étrangers. Au fond, les nazis désignent leurs ennemis. Ce sont les Allemands qui n'utilisent pas l'écriture nationale et les étrangers, surtout les Juifs, qui osent l'utiliser. Nous voulons considérer le Juif, donc c'est le tract, c'est une citation du tract, comme étranger et prendre au sérieux l'identité nationale. Nous demandons donc à la censure que les écrits juifs soient publiés en hébreu. S'ils sont publiés en allemand, il doit être clairement indiqué qu'il s'agit de traduction. La censure doit intervenir contre le mauvais usage du caractère allemand. L'allemand écrit ne doit servir qu'aux Allemands. Le caractère allemand est à disposition uniquement des Allemands. Donc vous l'aurez compris, l'objet de ma thèse était double. Premièrement, il s'agissait pour moi de rappeler différents moments où la question de l'écriture a pu ici et là être politisée en essayant d'analyser les contextes et les enjeux de ces politisations singulières. Je viens d'évoquer le cas de l'alphabet et le cas de l'écriture gothique, mais je reviens dans mon texte sur d'autres moments encore. Par exemple, en Russie ou en France à d'autres époques. Mon second objectif rejoint notre thématique du jour. Il s'agissait pour moi de rappeler des vérités, de tenter de faire valoir le vrai contre le faux, à partir de mes recherches et de mes lectures des spécialistes de chaque cas particulier. Ainsi, pour les cas évoqués, il s'agissait de rappeler qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique sur le plan qualitatif entre les grands systèmes d'écriture du monde, en particulier l'écriture alphabétique et l'écriture chinoise, qui n'est pas alphabétique. S'il y a un rapport hiérarchique, il est politique avant tout. On ne saurait donc parler d'un système élaboré d'un côté et d'un système pauvre de l'autre, mais plutôt d'un système légitime d'un côté et illégitime de l'autre. On pense à une phrase très connue en linguistique qui est « une langue est un dialecte avec une armée et une marine ». Pour ce qui est de l'écriture gothique, mon ambition était aussi de rappeler qu'aucune langue ou écriture n'appartient substantiellement à un peuple. Le français, par exemple, n'appartient pas aux Français.
Et il y a d'ailleurs bien plus de locuteurs du français dans le monde qui ne sont pas français. Vous savez qu'il y a environ 300 millions de locuteurs du français dans le monde. Bien entendu, lorsqu'une langue ou une écriture est apparue sur un territoire donné, elle est bien attachée d'une manière ou d'une autre au lieu en question. Je ne dis pas le contraire, mais je crois qu'on peut dire que c'est une chose différente de parler d'un attachement organique et indéfectible et d'un attachement culturel et affectif. D'autant que nous pouvons tout de même rappeler que l'écriture gothique n'est pas née en Allemagne, mais dans une abbaye picarde, l'abbaye royale Saint-Pierre de Corbie, pas très loin d'Amiens. Comme vous l'avez aperçu, donc, je m'étais engagé dans ce travail de thèse poussé par la conviction que le travail d'un chercheur était d'abord de rappeler ou de rétablir des faits. Dans mon cas, je fais une généalogie du vrai et du faux dans le monde particulier du graphisme et des écritures, dans une perspective historique et linguistique. Seulement, à la suite de ce travail, je me suis rapproché du monde de l'anthropologie par diverses circonstances. Et cela m'a naturellement amené à une nouvelle littérature en anthropologie, mais aussi en philosophie des sciences. Et cette littérature a, je dois le dire, altéré quelque peu le rapport que j'avais à la mission du chercheur. J'ai aperçu d'abord que pour nombre d'anthropologues, la recherche de la vérité n'était pas au centre de leur activité. Il s'agit d'abord et peut-être avant tout d'ethnographier des situations, des coutumes, des paroles. La plupart des anthropologues préfèrent, au moins pour un temps, mettre à l'index la question du vrai et du faux, afin de rester autant que possible impartiaux dans leur enquête et dans leur collecte d'informations et de documents divers. Et comment pourrait-il en effet dialoguer sereinement avec d'autres individus, avec d'autres groupes qui ne pensent pas toujours comme eux, s'ils étaient trop encombrés de vérité ou de certitude? Et là, on voit notamment sur cette photographie Maurice Godelier, qui a été professeur ici à l'école des Beaux-Arts il y a quelques années. Ainsi, sur le terrain, la question de savoir si ce que tel ou tel individu ou groupe d'individus lui raconte, par exemple à propos du vent qui serait une voie d'accès aux ancêtres, est rationnel ou non, est plausible ou non, n'est pas la question importante. Il s'agit d'abord de comprendre et de faire connaître d'autres manières de voir et de penser. Rien n'empêche les chercheurs, par la suite, passant d'ethnographes à anthropologues, de réveiller la question du vrai, afin d'interroger tout autant leur vérité que celle des autres. Mais encore faut-il croire en l'idée de vérité pour agir de la sorte. Une autre attitude plus radicale, sur laquelle je veux attirer votre attention, consiste à penser que la question du vrai ne se pose pas, pour la simple raison que la vérité n'existerait pas en tant que telle. J'ai aperçu que cette critique de la vérité s'était manifestée au XXe siècle au travers de trois grandes idées. Alors, ces trois grandes idées, c'est d'abord la notion de régime de vérité. Deuxièmement, je dirais la notion de bricolage. Et enfin, un événement qui a eu une certaine importance dans les sciences humaines qu'on a appelé le tournant linguistique. Alors, quelques mots sur l'idée de régime de vérité. Il n'y aurait pas de vérité, mais il existerait seulement, selon les mots de Michel Foucault, des régimes de vérité, comme on pourrait parler de régime politique. Au fond, la vérité serait une chose toute relative, toute circonstancielle, impossible donc à établir pour de bon, tant cette dernière serait déterminée par des procédures culturelles, politiques ou idéologiques. Foucault écrivait en 1976 « Chaque société a son régime de vérité, sa politique générale de la vérité, c'est-à-dire les types de discours qu'elle accueille et fait fonctionner comme vrais, les mécanismes et les instances qui permettent de distinguer les énoncés vrais ou faux, la manière dont on sanctionne les uns et les autres, les techniques et les procédures qui sont valorisées pour l'obtention de la vérité, le statut de ceux qui ont la charge de dire ce qui fonctionne comme vrai. » Foucault, bien sûr, n'est pas le premier à avancer cette idée, et d'autres avant lui s'étaient montrés circonspects, et plus encore, devant l'idée de vérité. Mais on peut rappeler que l'influence du philosophe a été particulièrement forte, dépassant le champ philosophique pour pénétrer aussi les sciences humaines et sociales. Par exemple, avant Foucault, un philosophe américain avait avancé peu ou prou la même idée. Je veux parler de Thomas Kuhn. Son ouvrage, publié en 1962, « La structure des révolutions scientifiques », est emblématique de la pensée selon laquelle les théories scientifiques sont en fait commandées par des visions du monde, des paradigmes inscrits dans l'histoire et dans l'espace. Dès lors, elles ne peuvent être que relatives et momentanées, en tout cas toujours indexées à un contexte particulier, c'est la thèse donc de Kuhn. Une vérité serait donc toujours à replacer dans son espace, son paradigme, la rendant par définition transitoire.
Et nous pouvons nous demander ce qu'il reste de l'idée de vérité lorsqu'on la croit toujours transitoire. Deuxième aspect évoqué, la question du bricolage. Et si nous revenons en France, il est difficile de ne pas évoquer sur ces questions un penseur important, disparu récemment, qui reprit fort bien le flambeau foucaldien, qui est Bruno Latour. Chez Bruno Latour, on retrouve également l'idée de régime de vérité qu'il nomme plus souvent cosmologie ou mode d'existence. Mais dans son examen critique de l'idée de vérité, on peut trouver chez Latour une autre dimension, celle de bricolage. Une grande partie de son œuvre, en particulier depuis son ouvrage « La vie de laboratoire » en 1979, a consisté à questionner et à critiquer ce qu'il considère comme le lieu par excellence de la production de la vérité dans les sociétés modernes, le monde de la science. Il ressort de ses travaux l'idée selon laquelle nos vérités scientifiques seraient des vérités relatives, car elles seraient façonnées par des démarches et des procédures situées et intéressées. L'activité des chercheurs serait une suite de coups de force, de bricolage et de compromis avec les choses et les hommes. Dès lors, les vérités seraient établies pour une large part ou entièrement à la suite de ces batailles et de ces bricolages. Il s'intéresse, par exemple, au débat qui opposa au XIXe siècle deux scientifiques importants, Félix Pouchet et Louis Pasteur. Vous savez que Félix Pouchet et Louis Pasteur se sont opposés à propos d'une théorie scientifique qui s'appelait la théorie de la génération spontanée, théorie selon laquelle des êtres vivants pourraient apparaître sans ascendant à partir de la matière inanimée. C'est une théorie qui était dominante jusqu'au XIXe siècle, et donc jusqu'à Pasteur. Si l'histoire des sciences traditionnelles a voulu voir une victoire de la vérité sur l'erreur, de la vérité défendue par Pasteur, qui réfute donc la théorie de la génération spontanée, contre les erreurs de Pouchet, Bruno Latour fait une lecture différente de cette dispute. D'après lui, la victoire de Pasteur sur Pouchet est alors essentiellement due à des considérations circonstancielles, géographiques, académiques, pratiques. Le fait que, en quelque sorte, Pasteur était à Paris alors que Pouchet était à Rouen, Pasteur avait un entre-genre académique plus fort que Pouchet, etc. Donc c'est moins la victoire de la raison qui se manifeste alors, d'après Latour, que l'entre-genre académique et politique de Pasteur. Nous parlons ici de science ou encore d'anthropologie, mais d'autres disciplines ont été touchées par ce scepticisme et ce relativisme. Et donc j'en viens à mon troisième cas, qui est l'action du tournant linguistique. On parle de l'impact du postmodernisme et par exemple de la théorie du tournant linguistique, théorie selon laquelle l'histoire ne serait pas une science véritable, mais une succession de récits ou de discours. Tout autant à l'époque des historiens du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, dans cette charnière-là, comme par exemple Michelet ou Bainville, qu'à notre époque. Autrement dit, les efforts de rationalisation de l'histoire au XXe siècle n'y auraient finalement rien changé de fondamental. Barthes incarnait bien la position de ce mouvement lorsqu'il affirmait « le fait n'a jamais qu'une existence linguistique ». Autrement dit, il n'existerait pas de faits, mais seulement des discours, des récits, légitimés ou non par les circonstances politiques. Alors, à ce stade, je dois reconnaître que j'ai bien entendu été sensible aux arguments rappelant l'importance des idéologies, des procédures, de la politique dans la confrontation des idées et dans leur processus de légitimation. Seulement, force est de constater que je n'ai pas pu suivre jusqu'au bout la logique hyper relativiste des auteurs évoqués. En particulier, je ne pense pas, mais vous pourrez me contredire, ce que je dis n'est pas parole d'évangile et on pourra en discuter, je ne pense pas qu'on puisse réduire tout fait à un discours. Je pense aussi que la notion de régime de vérité mérite d'être, elle aussi, discutée et critiquée. Une des choses qui m'a retenu ou empêché d'embrasser complètement les thèses du relativisme radical, c'est, je crois, mes recherches, mes investigations sur la question du faux. Et en particulier dans ce vaste monde qu'est le faux, sur, j'allais dire, le faux des faux, celui des faussaires et des falsificateurs. Car si l'inverse du vrai peut être l'erreur, que tout à chacun peut commettre, elle peut aussi être la tromperie. Il me semble à cet égard qu'on a moins souvent interrogé la question du vrai à l'aune de ce faux spécifique qui est le faux du mystificateur. Pourtant, je crois qu'à cette aune-là,
Le vrai ne peut être pensé de la même manière. Comment en effet relativiser le vrai devant des faux incontestables? Ce qui m'amène à la dernière partie de cette présentation. Je souhaite commencer cette partie en vous racontant un voyage que j'ai effectué l'été dernier dans le centre de la France, pas très loin de la ville de Vichy. J'avais en effet, quelques années auparavant, entendu parler d'un petit hameau de la commune de Verrières-sur-Sichon qui s'appelle Glozelle. C'est là qu'en 1924, un certain Émile Fradin, alors paysan, avait trouvé sous la terre, en labourant un champ, des milliers d'objets archéologiques, tels des bracelets, des urnes, des flèches, des pierres dessinées et surtout des tablettes porteuses de signes ressemblant à des écritures. Donc moi qui me passionne pour l'histoire des écritures, forcément ça m'a donné envie de m'y rendre. À l'époque, la découverte de Émile Fradin fait grand bruit, d'autant que certains estiment alors que les objets trouvés sont d'une valeur inestimable et bouleversent tout ce qu'on croyait savoir sur la préhistoire. Et en particulier sur l'histoire de l'écriture, qui ne serait donc pas née, comme on le pense, il y a 5000 ans à peu près en Mésopotamie, mais en Europe, en plein cœur de notre France contemporaine, il y a plus de 10 000 ans, d'après la thèse de l'origine magdaléenne des objets trouvés, défendue alors par le docteur Morlet. Au départ, quelques préhistoriens se montrent plutôt intéressés par la découverte, tels Louis Capitan ou Henri Breuil. Seulement, peu à peu, le scepticisme gagne le milieu archéologique et deux camps se font à leur jour. Celui des glozéliens, qui croient en l'authenticité des objets, et des anti-glozéliens qui contestent leur authenticité. Alors, je vous montre un petit extrait vidéo qui donne un aperçu de cette dispute, si vous voulez bien. Alors, c'est issu d'un documentaire qui s'appelle « Glozelle, la France préhistorique », documentaire qui avait un ton plutôt glozélien. C'est un documentaire qui a plusieurs décennies, mais un ton plutôt glozélien, parce que médiatiquement, je pense que c'est plus vendeur. On entend le désaccord entre Robert Liris, qui était un historien amateur passionné de l'histoire de Glozelle, et Henri Delporte, qui était un préhistorien de renom, qui fut notamment le directeur du musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Ces objets sont-ils authentiques, comme le pensent certains scientifiques, ou est-il possible qu'Émile Fradin, un jeune paysan auvergnat, les ait fabriqués de toutes pièces? Aujourd'hui encore, les avis sont partagés. Il est totalement impossible que Émile Fradin soit un faussaire. La cohérence des symboles est telle, la charge très particulière du dessin, du trait, de la signification est d'une telle profondeur, il est totalement exclu que le jeune Émile Fradin, paysan de la montagne bourbonnaise, puisse imaginer cette collection. Il est même surpris par ce qu'il trouve. Pourtant, de grands archéologues contestent Glozelle. Ces signes prétendus alphabétiformes, je n'y crois pas. Imaginez qu'il y a 15-20 000 ans, des hommes de Glozelle aient pu posséder un alphabet. C'est un peu comme si nous imaginions que les Gaulois possédaient la télévision. C'est aussi incongru. Une guerre est donc déclarée entre les deux camps, mais petit à petit, inexorablement, les preuves s'accumulent contre Glozelle, il faut bien le dire, qui devient alors, selon les mots d'une archéologue actuelle qui s'appelle Anne Léorf, le symbole du faux dans l'archéologie française. Donc Glozelle devient l'autre nom du faux dans l'archéologie. C'est en particulier une nouvelle fouille en 1983 qui vient clore le débat. Elle dévoile qu'aucun objet dit glozélien n'est trouvé dans les autres fouilles, les autres sondages effectués. Et un rapport du ministère de la Culture parle alors d'un site enrichi par des contrefaçons. En particulier les fameuses tablettes parsemées de signes ressemblant à de l'écriture. Alors, quand j'ai découvert l'existence d'un musée sur place, puisqu'il existe un musée sur place, et la présence encore aujourd'hui de glozéliens, j'ai pris la décision de m'y rendre l'été dernier. Je voulais voir de plus près ces objets et échanger avec celles et ceux qui maintiennent qu'il s'agit d'objets authentiques. Alors seulement à ce moment-là, je ne pouvais pas m'y rendre en voiture et il a fallu que je trouve une autre solution. Donc en appelant le musée de Glozelle,
On m'a indiqué qu'il existait une visite guidée du musée organisée par l'Office de tourisme de la ville de Vichy. Seulement, cette visite, effectuée à la manière d'un road trip d'une journée en groupe avec un guide, comportait aussi la visite d'un château en ruine, une grotte et un marché local. Donc j'en avais pour la journée. Je me suis dit que cette manière de procéder me donnerait quand même l'occasion d'échanger avec mes compagnons de route et avec notre guide, et d'apercevoir leurs réactions sur place, d'écouter leurs questions, etc. Et donc, je me suis dit qu'après tout, c'était une bonne façon d'appréhender le lieu également. J'ai donc acheté des billets de train pour me rendre à Vichy, où j'avais rendez-vous à l'office de tourisme de la ville. Une fois sur place, je découvre mon groupe, fort sympathique, et je découvre aussi le camion qui allait nous emmener dans notre périple. Alors, en voyant le nom du camion, j'ai repensé à un article que j'avais lu sur le combat du maire de Vichy pour donner une nouvelle image à sa ville, par-delà son histoire compromettante. J'imagine qu'il ne se contente pas pour autant de donner de tels noms à ces bus municipaux pour parvenir à ses fins. Je suis donc entré, mi-amusé, mi-embarrassé dans ce camion, et j'ai eu immédiatement une petite frayeur lorsque le guide, résumant les étapes de notre journée, a omis de mentionner la visite du musée de Glozelle. Je me suis dit un instant que j'étais venu pour rien ou presque. Renseignement pris, il s'agissait seulement d'un oubli de sa part. Glozelle était donc la deuxième étape de notre voyage. Et après avoir visité une grotte et croisé une école publique au nom d'Émile Fradin, donc le découvreur de Glozelle, nous sommes arrivés enfin à destination. Je découvre en premier lieu, à cette occasion, le blason de la commune où nous nous trouvons, qui fait une référence explicite aux découvertes de Fradin et aux tablettes porteuses de ces signes étranges. Sur place, je découvre des centaines d'objets disposés soigneusement en vitrine. Une présentation des objets s'engage par un médiateur du musée, ainsi qu'un échange avec les visiteurs. Je demande si je peux prendre quelques photos, et là, je dois dire que je suis un peu chagriné par la réponse. On me dit que je ne peux pas prendre de photos. Je fais remarquer qu'aucun musée ne m'a jamais empêché de prendre des photos, mais je comprends que je ne dois pas insister et qu'une gêne s'installe. Je n'insiste pas, et pour conserver des images, j'achète quelques cartes postales sur place. Je pourrais vous en montrer d'ailleurs. J'ai trouvé aussi des images libres de droit du photographe Patrick Ferrin. On y voit notamment une poterie et des tablettes sur lesquelles une sorte d'écriture apparaît, des galets gravés de dessins d'animaux, des anneaux avec à nouveau des inscriptions, des petites têtes de femmes et d'hommes en ronde bosse, ou encore des outils ou des armes telles une hache. Sur place, on m'explique que l'écriture visible sur quelques objets a 17 000 ans, rien de moins. J'écoute alors les conversations et la stupeur des visiteurs du jour qui découvrent sidérés toute cette histoire. J'ai du mal à savoir ce qu'ils en pensent au fond d'eux. En apparence, ils sont de tout cœur avec nos hôtes. La controverse entre glozéliens et anti-glozéliens est évoquée, et très vite la conversation prend une tournure quelque peu complotiste. Les partisans de Glozelle seraient des victimes de l'académie, des élites universitaires qui n'ont pas voulu accorder à tous ces objets l'attention qu'elles mériteraient. Une personne présente, extérieure au musée, s'emporte et nous dit à quel point elle est scandalisée par cette affaire. Nous avons là, d'après elle, la plus ancienne écriture au monde, et des objets donc d'exception. Et à Paris, personne ne veut le reconnaître, ni au Louvre, ni même au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Me voilà quelque peu embarrassé, je ne suis pas venu pour polémiquer, d'autant que l'accueil est chaleureux et courtois. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces archéologues professionnels qui ont réfuté Glozelle. Le plus célèbre étant sans doute Jean-Paul Demoule, qui rappelait dans une conférence de mai 2021 au Muséum de Toulouse que d'un point de vue archéologique, Glozelle ne représente pas une énigme, mais seulement un cas passionnant sur le plan sociologique d'un faux archéologique. Cette histoire est d'ailleurs parsemée, elle aussi, de tentatives de récupération idéologico-politique. Hermann Wirtz, par exemple, qui était un archéologue allemand des années 1920 et théoricien nazi, apôtre de l'anthropologie raciale, voulut voir en Glozelle une preuve
supplémentaire selon lui, de la supériorité de la civilisation européenne sur toutes les autres, puisqu'elle parvint également à inventer l'écriture à Glosel il y a des millénaires. Et puis, dans les années 80, il y a tout un courant qu'on a appelé de la nouvelle droite, autour d'une figure qui s'appelait Alain de Benoît, qui a essayé aussi de récupérer cette affaire de Glosel. Et Alain de Benoît avait écrit un article qui s'appelait l'affaire Dreyfus de la préhistoire. Heureusement, tous les gloséliens, évidemment, ne sont pas sur cette ligne et la plupart d'entre eux défendent Glosel pour d'autres raisons. Et je ne voudrais surtout pas laisser croire le contraire ou réduire le soutien à Glosel à ces individus. Alors pourquoi ce détour par Glosel dans mon exposé ? Eh bien parce que je crois que nous pouvons constater qu'ici, pour les archéologues professionnels, il est une chose qui existe incontestablement, les faux. Or, c'est l'existence même de faux qui, je pense, peut nous faire reconsidérer le caractère absolument relatif du vrai. Car si le vrai est toujours relatif, il devrait en être pareillement du faux, ce qui semble compliqué. Récemment encore, l'Institut archéologique américain a tenu à désavouer publiquement un pseudo-archéologue anglais, peut-être vous en avez entendu parler, Graham Hancock, qui se trouve être la vedette d'une série documentaire diffusée sur Netflix, intitulée en français « À l'aube de notre histoire ». Dans cette série, Hancock prétend nous révéler l'existence d'une civilisation ancienne qui aurait existé il y a plus de 10 000 ans et qui aurait technologiquement et culturellement été extrêmement avancée. C'est cette civilisation supposée qui aurait mis sur pied intellectuellement et culturellement nombre d'édifices exceptionnels, comme celui de Göbekli Tepe en Turquie, ou encore le tumulus du Grand Serpent aux États-Unis, et bien d'autres. Il revient sur 6 ou 7 grands sites archéologiques. Pour les archéologues de l'Institut, les théories de Hancock sont dangereuses, insultantes pour le monde archéologique. Hancock, lui, se vit comme un découvreur d'exception et semble être porteur du syndrome de Galilée, consistant à voir dans chaque théorie scientifique rejetée la preuve même de sa véracité. Je note aussi que Hancock reprend à son compte les arguments de quelques grands penseurs relativistes, et en particulier de Thomas Kuhn, comme dans cet extrait que je me permets de vous diffuser rapidement également. Pourquoi le milieu archéologue est-il si réfractaire à l'idée d'une vie humaine plus ancienne ? Changer de paradigme n'est pas une chose facile. Quand tout un groupe de chercheurs d'un certain domaine a adopté une vision particulière, ils deviennent extrêmement réticents à toute forme de changement. Et si on remet en question leur paradigme, ils se sentent personnellement attaqués et vont défendre leurs idées avec vigueur. Hancock reprend presque mot à mot la théorie du changement de paradigme du philosophe américain. Il faut dire que cela l'arrange bien et lui permet de se faire passer pour un précurseur qui ne fait que hâter un changement de paradigme scientifique. Ainsi, l'un des écueils des théories relativistes, telles que celle de Kuhn, c'est qu'elles sont finalement du pain béni pour tous les faussaires. Dès lors, si l'idée de vrai peut bien sûr poser des questions et des problèmes, il semble qu'elle demeure indépassable dans son articulation au faux. Comment abandonner le vrai ou le relativiser systématiquement devant exemplairement une confrontation qu'on a pu connaître il y a quelques décennies en France entre quelqu'un comme Robert Faurisson, qui était un historien révisionniste, et tous ses détracteurs comme Pierre Vidal-Naquet, pour ne citer que lui. Pourrait-on vraiment, dans ce cas, les mettre dos à dos, tels Pouchet et Pasteur, et relativiser là aussi l'idée de vérité ? Car au bout de la relativisation du vrai se trouvent aussi, pas seulement mais aussi, les faussaires, les contrefacteurs. Tel est le péril du relativisme radical. Si, comme le pense Paul Feyerabend, il n'existe aucune vérité hors tradition, alors c'est qu'il n'existe aucune vérité tout court, mais seulement effectivement des vérités indexées qu'il serait illégitime de hiérarchiser, au nom de quoi devrait-on le faire ? Il me semble au contraire que si l'on veut pouvoir contester des fausses vérités, telles que celles de Faurisson, mais aussi celles nombreuses qui nous attendent avec l'avènement de l'intelligence artificielle et toutes les manipulations que cela induit. Et on en voit quelques-unes à l'écran avec le programme d'intelligence artificielle Midjourney. Nous devrions relativiser à notre tour le relativisme radical de cette pensée. Relativiser cette pensée,
ne voulant pas dire la congédier entièrement. Ces théories ayant tout de même une vertu bien utile, celle d'obliger les scientifiques à, plus que jamais, redoubler d'efforts, d'arguments et de preuves pour faire valoir leurs découvertes. Merci à vous.